Parfois, une signature, une sonnette ou une petite patte peuvent changer le cours d'une vie. Dans ces histoires, vous verrez comment des actes de bonté invisibles peuvent influencer le destin. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Indiquez dans les commentaires où vous vous trouvez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Maintenant, installez-vous confortablement et profitez de l'histoire. La salle d'attente sentait l'antiseptique et le désespoir silencieux, une odeur qui imprégnait les chaises en vinyle usé et les affiches inspirantes défraîchies accrochées au mur. Liam était assis sur le bord de sa chaise, une main posée délicatement sur le bras valide de sa fille, l'autre caressant du pouce un trou effiloché au genou de son jean, comme si ce geste pouvait d'une manière ou d'une autre faire disparaître le nœud de peur qui lui serrait la poitrine. Maya, sa fille de 8 ans, était assise à côté de lui, le bras gauche en écharpe improvisée, un plâtre bleu vif dépassant sous un bandage de super-héros que le médecin des urgences lui avait appliqué avec un sourire bienveillant. Elle se montrait courageuse, bien plus courageuse que lui. Son petit visage était pâle, mais ses yeux étaient grands ouverts et curieux, absorbant les conversations étouffées et le bip rythmique des machines lointaines. À quelques chaises de là, une femme était assise seule. À première vue, elle n'avait rien de remarquable, vêtue d'un simple manteau gris et d'un jean foncé. Ses cheveux étaient tirés en arrière, en un chignon lâche, et elle tenait un livre sur ses genoux. Mais elle n'avait pas tourné une seule page. Pendant les 20 minutes où Liam l'avait observée, elle s'était contentée de fixer le mur. Son expression était indéchiffrable, un masque de calme placide qui semblait déplacé dans une pièce où régnait une telle effervescence. Pris de panique, Liam reporta son attention sur Maya. Il lissa une mèche de cheveux égarée sur son front, essayant de mettre tout le calme qu'il ne ressentait pas dans ce simple geste. « Ça va, ma petite ?» Maya acquiesça, le regard fixé sur le plâtre. « Je trouve que ça ressemble à un bras de robot », murmura-t-elle avec une certaine fierté. Il eut un petit rire forcé. « Un bras de robot super-héros, alors c'est le meilleur. » Elle gloussa, et le son était une petite chose lumineuse dans le silence stérile de la pièce, mais il n'atteignit pas l'endroit froid. Dans l'estomac de Liam, il avait 217 $ sur son compte bancaire et une pile de factures impayées sur le comptoir de sa cuisine qui semblait haute d'1 kilomètre. Il travaillait comme charpentier, un bon charpentier, mais le travail était rare. Ces derniers mois, un bras cassé. Cette visite, les radiographies, le plâtre, c'était un véritable raz-de-marée. Il ne savait pas comment échapper à la réceptionniste. Elle l'appela d'une voix monotone et indifférente. Le cœur de Liam fit un bond. Il serra la main de Maya, se leva doucement et se dirigea vers le comptoir, essayant de garder les épaules droites, essayant de paraître comme un homme qui n'était pas sur le point d'être balayé. Il ne remarqua pas que la femme au manteau gris avait finalement détourné les yeux du mur, son regard le suivant avec une lueur particulière. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était de la reconnaissance, non pas de lui, mais de cette peur silencieuse particulière. Il la portait comme une seconde peau. Les papiers de sortie semblaient fragiles dans les mains de Liam, contrastant fortement avec le scré. « Attendez, ils ont porté ?» Il a signé, là où la réceptionniste lui a indiqué de signer, une ligne tremblante qui trahissait le tremblement de ses doigts. Maya se tenait à côté de lui, serrant un petit ours en peluche. Une infirmière le lui avait donné. Ses yeux étaient lourds de fatigue, mais elle parvenait tout de même à esquisser un sourire endormi. Lorsqu'il baissa les yeux vers elle, il lui rendit son sourire, mais le sien semblait fragile, comme s'il allait se briser. La réceptionniste fit glisser une feuille de papier pliée sur le comptoir. La note était imprimée à l'encre noire froide sur du papier blanc immaculé, et le chiffre en bas fit sortir l'air des poumons de l'âme dans un souffle silencieux. C'était plus que ce qu'il gagnait en 2 mois, plus qu'il n'aurait pu économiser en 1 an. C'était un chiffre impossible, un mur qu'il n'avait aucun moyen d'escalader. Il le fixa longuement. Les bruits de la salle d'attente s'estompèrent dans un grondement sourd dans ses oreilles. Le bip des machines, le frottement des pieds, le murmure des conversations, tout s'est estompé, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce chiffre qui représentait le fossé immense entre la vie qu'il voulait pour sa fille et celle qu'il pouvait réellement lui offrir. Il déglutit péniblement, la gorge serrée. Y a-t-il un... Il s'éclaircit la gorge, réessaya, la voix rauque. Existe-t-il une option de paiement échelonné? La réceptionniste ne leva pas les yeux de son écran. Elle lui tendit un formulaire. Ses gestes étaient automatiques, dénués d'émotion. Vous pouvez remplir ce formulaire. Le service d'aide financière l'examinera. Cela prendra entre 4 et 6 semaines. L'âme acquiesça lentement et prit le formulaire.
Il savait ce que signifiait 4 à 6 semaines. Cela signifiait des lettres écrites à l'encre rouge. Cela signifiait des appels provenant de numéros inconnus. Il ne se rendait pas compte que cela signifiait une nouvelle couche de honte à porter. Il plia soigneusement la facture et la glissa dans sa poche, comme si le fait de la cacher pouvait la rendre plus petite. « Merci », dit-il d'une voix à peine audible. Il prit la main de Maya et la conduisit vers la sortie. Ses pas lui semblaient lourds, comme si le poids de ce papier s'était directement transféré dans ses os. Il ne se retourna pas. Il ne vit pas la femme au manteau gris qui l'observait, son livre oublié sur ses genoux, son expression placide désormais troublée par un profond sillon sur son front. Elle le regarda s'éloigner. Un homme qui essayait de se ressaisir pour le bien de la petite fille dont il tenait fermement la main. Et dans sa dignité tranquille, elle vit le reflet d'un monde dont elle s'était battue pour s'échapper. Un monde où la valeur se mesurait en chiffres et où la gentillesse était un luxe et non un réflexe. La pluie avait commencé à tomber, une pluie froide et misérable qui rendait la chaussée glissante et brouillait les lumières de la rue en couronne brumeuse. Liam resserra le col en hire de sa veste fine, tandis qu'il aidait Maya à s'installer sur le siège passager de son camion cabossé. La porte grinça en signe de protestation lorsqu'il la ferma. Un son qui semblait faire écho à la douleur dans son propre corps. Il grimpa côté conducteur et resta assis un moment, les mains agrippées au volant. Le moteur démarra avec un tout sautement réticent, crachant comme lui. Épuisé par cette journée, la facture d'hôpital dans sa poche lui semblait être une pierre appuyant contre sa peau, un rappel physique constant de son échec. Il jeta un coup d'œil à Maya. Elle somnolait déjà, la tête appuyée contre la vitre. Elle serrait l'ours en peluche contre sa poitrine. Son nouveau plâtre semblait austère et blanc dans la faible lueur des lumières du tableau de bord. Il devait être fort pour elle. Il devait faire semblant que tout allait bien, que le monde n'était pas un endroit rempli de chiffres terrifiants et de murs qui se refermaient. Mais le faux semblant s'estompait à l'intérieur de l'hôpital. Isabella Vance resta assise dans le même fauteuil longtemps après le départ de Liam et Maya. La salle d'attente était plus calme. Maintenant que le calme de la nuit s'installait, elle n'aurait pas dû être là. Elle avait un médecin privé, une équipe de spécialistes qui serait venue à son appartement pour la consulter au sujet de la légère entorse qu'elle s'était faite lors d'une course matinale imprudente. Mais elle avait besoin de se sentir anonyme, de s'asseoir dans une salle avec de vraies personnes souffrant de vraies entorses et de vrais problèmes. Elle avait besoin de se rappeler que le monde existait en dehors des salles de réunion et des tours de verre stériles. Elle avait vu le regard de Liam lorsqu'il avait vu la facture. Elle connaissait ce regard, non pas par expérience personnelle, mais par les visages fades des personnes qui présentaient leurs rêves désespérés à sa fondation, l'étincelle d'espoir éteinte par la dure réalité des coûts, la honte silencieuse d'avoir à demander de l'aide. Elle avait bâti un empire sur des risques calculés et des investissements stratégiques. Mais ce qu'elle voyait chez cet homme n'était pas un chiffre, c'était l'amour d'un père. Une protection féroce et silencieuse qui ne demandait rien et méritait tout. Elle se leva, son livre glissa de ses genoux et tomba sur le sol. Avec un léger bruit sourd, elle ne prit pas la peine de le ramasser. Elle se dirigea vers le comptoir de facturation, ses pas silencieux et déterminés. La même réceptionniste leva les yeux. Son expression, passant de l'ennui à la surprise, n'était pas facile à déchiffrer, facile à oublier, même vêtue d'un simple manteau et d'un jean. « Je voudrais me renseigner sur la facture de la jeune fille qui vient de partir », dit-elle d'une voix calme. « Et même celle qui a le bras cassé ». La réceptionniste cligna des yeux, puis tapota sa clé. « Le comte Morgan ?»« Oui. » Isabella fit glisser une carte de crédit noir sur le comptoir. « Je voudrais payer la totalité, et je voudrais que cela reste un don anonyme de la Arbor Light Foundation. » La réceptionniste fixa la carte. Puis Isabella, la bouche légèrement ouverte. « Mais madame, la politique, je suis sûre que vous pouvez faire une exception. » Isabella dit d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. C'était le même ton qu'elle utilisait pour conclure des contrats d'1 milliard de dollars, et il fonctionnait tout aussi bien avec la politique d'un hôpital. La transaction fut silencieuse et rapide, et tandis qu'Isabella sortait sous la pluie froide, elle ne se sentait ni milliardaire ni PDG. Elle ressentait simplement une étincelle tranquille qu'elle n'avait pas ressentie depuis très longtemps, quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Le coup de téléphone arriva. L'après-midi suivant, Liam était dans son atelier, un petit espace loué derrière une ancienne usine textile qui sentait en permanence la sure et le vernis. Il essayait de terminer 112 ensembles d'armoires sur mesure pour un client, un travail qui couvrirait à peine le loyer, mais que ses mains accomplissaient avec une aisance acquise par l'expérience. Il ponçait le bord d'un morceau de chêne,
mais son esprit était à des kilomètres de là, repassant la scène à l'hôpital, calculant des chiffres qui ne concordaient jamais. Son téléphone vibra sur l'établi. Il jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant, un numéro masqué, et son estomac se noua. Encore un agent de recouvrement. Il faillit laisser le répondeur prendre le message, mais quelque chose le poussa à répondre. Il s'essuya les mains sur un chiffon et décrocha. Sa voix était prudente. « Bonjour, monsieur Morgan. Liam Morgan. » Une voix enjouée demanda à l'autre bout du fil. « Ici Carole, du service de facturation de l'hôpital. Je vous appelle pour faire le point sur votre visite d'hier. » Liam serra le téléphone plus fort. « Écoutez, je vais envoyer les documents pour le plan de paiement. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. »« Ce n'est pas nécessaire, monsieur, » dit la femme d'un ton enjoué. « C'est pour cela que je vous appelle. Votre compte a été réglé dans son intégralité. » Liam gela le morceau de papier de verre qui glissait entre ses doigts. « Quoi ? Réglé ?» répéta-t-il. « Il semble qu'un don anonyme ait été fait tard hier soir par l'intermédiaire d'un fonds caritatif, la Harbor Light Foundation. Votre solde est de 0, monsieur Morgan. Vous ne devez rien. » Liam s'effondra sur un tabouret à proximité, le bois lisse et frais sous lui. Il n'arrivait pas à comprendre le mot « anonyme », répéta-t-il. « Qui aurait fait un don de qui ? Je suis désolé, monsieur, cette information est confidentielle. Le donateur a demandé à rester anonyme. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout est réglé. Puis-je vous aider pour autre chose aujourd'hui ?» Liam ne répondit pas. Il se contenta de fixer le meuble à moitié terminé. Devant lui, le grain du bois s'estompa dans un brouillard soudain. Il marmonna un merci et raccrocha. Le téléphone. Le silence dans l'atelier semblait immense, assourdissant. Il passa une main dans ses cheveux, essayant de comprendre. Les gens comme lui ne recevaient pas d'anonymes. Les dons, les miracles ne tombaient pas du ciel dans des ateliers qui sentaient la térébenthine et le désespoir silencieux. Ce devait être une erreur administrative qui serait corrigée par un autre coup de fil. Un coup de fil qui ferait retomber le poids de cette facture. Mais au fil des heures, le téléphone restait silencieux et un sentiment différent commença à s'installer. Pas encore du soulagement, mais une curiosité profonde et troublante. Qui était dans cette salle d'attente, qui avait vu son désespoir silencieux et décidé de l'effacer d'un simple geste de la main. Et surtout, pourquoi le parc était humide après la pluie du matin, l'air chargé de l'odeur de la terre mouillée et des feuilles de fin d'automne. Maya était sur les balançoires, son rire résonnant dans l'air calme du samedi, alors qu'elle essayait de lever les jambes assez haut pour toucher le ciel. Son plâtre bleu était une touche de couleur dans le ciel gris, un rappel lumineux de la tempête qu'il venait de traverser. Liam était assis sur un banc à proximité, la regardant, un thermos de café tiède dans les mains. Il n'avait pas bien dormi. Le don anonyme s'était installé dans son esprit comme un puzzle, auquel il manquait trop de pièces. Il avait l'impression d'avoir une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser, une gentillesse si grande qu'elle en était étouffante. Il n'aimait pas avoir des dettes envers les gens, encore moins envers un inconnu. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il ne remarqua la femme que lorsqu'elle se trouva à quelques mètres de lui. Elle était à nouveau vêtue simplement, d'un pull vert foncé et d'un jean, les cheveux tirés en arrière, révélant un visage plus saisissant à la lumière du jour qu'il ne se souvenait. Elle tenait un gobelet en papier dans ses mains et semblait hésitante, comme si elle ne savait pas si elle devait être là. « J'espère que je ne dérange pas », dit-elle. Sa voix était la même que dans la salle d'attente de l'hôpital. Calme et tranquille, Lion se leva instinctivement, la posture prudente. « Non, pas du tout », répondit-il. Mia l'aperçut depuis les balançoires et son visage s'illumina. « C'est la dame tranquille », cria-t-elle en agitant son bras valide avec enthousiasme. Isabella sourit à Maya, un sourire sincère et doux qui transforma son visage. « Tu te souviens de moi ?» Mia sauta de la balançoire et courut vers elle. « Tu lisais un livre, mais tu ne tournais pas vraiment les pages. » Isabella gloussa. « Tu es très observatrice. » Liam observa l'interaction, l'esprit en ébullition. Était-ce une coïncidence ? Cela ne pouvait pas l'être. Il croisa le regard d'Isabella, et la question était là, dans son regard, tacite mais claire. « Je prenais juste l'air », dit-elle comme si elle lisait dans ses pensées. « J'habite près d'ici. Enfin, pas ici, mais je séjourne dans les environs. » Liam acquiesça lentement, toujours pas convaincu. « Je m'appelle Isabella. »« Au fait, Liam », répondit-il en lui serrant la main. Elle lui offrit une poignée de main ferme, mais sa peau était douce, contrastant avec sa paume calleuse. Ils restèrent un moment dans un silence gênant jusqu'à ce que Maya tire sur la manche d'Isabella. « C'est toi qui as soigné mon bras ?» Isabella cligna des yeux, surprise. « Non, ma chérie, ce sont les médecins qui l'ont soigné. » Mais Maya secoua la tête. «
Non, papa était triste, puis il ne l'était plus. Tu étais là quand il était triste, et maintenant tu es ici. Et il n'est plus aussi triste. Le visage de Liam rougit, mélange d'embarras et de gratitude. Il s'accroupit pour se mettre à la hauteur de Mia. « Hé, petite, ce n'est pas si simple. » Mais la logique simple de Mia flottait dans l'air entre eux, une vérité trop innocente pour être niée. Isabella regarda Ham, ses yeux reflétant une nouvelle profondeur, une reconnaissance silencieuse du secret qui les liait. Et à ce moment-là, Haim sut que ce n'était pas une coïncidence, c'était elle. Les jours suivants se déroulèrent dans une série de mesures prudentes. Liam ne pouvait s'empêcher de penser que la présence d'Isabella était directement liée au paiement de la facture d'hôpital. Mais il ne pouvait se résoudre à lui poser la question. Les mots lui semblaient trop accusateurs, trop ingrats, et elle ne lui donna aucune explication. Elle continuait simplement à se présenter, non pas de manière intrusive, mais avec une constance tranquille qui commençait à sembler presque normale. Elle réapparut au parc le lendemain. Cette fois-ci, elle avait apporté un petit sac de pâtisserie provenant d'une boulangerie locale qu'elle partagea avec lui et Maya, sans en faire toute une histoire. Ils s'assirent sur le banc et discutèrent de choses sans importance. Le temps, les feuilles qui changèrent de couleur, la façon dont les écureuils semblaient avoir une vendetta personnelle contre sa mangeoire à oiseaux. Il apprit qu'elle était écrivain, du moins c'est ce qu'elle lui dit, qu'elle était en congé sabbatique pour trouver l'inspiration loin du bruit de la ville. Il ne la crut pas tout à fait. Ses vêtements étaient trop bien coupés, sa posture trop raffinée pour une artiste en difficulté. Mais il n'y prêta pas attention, car la voir avec Maya était quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Isabella ne la prenait pas de haut. Elle écoutait attentivement Maya, lui expliquer la hiérarchie sociale complexe du terrain de jeu et l'aidait à construire un magnifique fort avec des branches tombées et un morceau de carton abandonné. Au début, son rire était discret, réservé, mais il est devenu de plus en plus fréquent et sincère. Maya a dit quelque chose d'une honnêteté déconcertante. Un après-midi, elle s'est arrêtée à son atelier. Lion fut surpris de la voir debout dans l'embrasure de la porte, sa silhouette encadrée par la lumière vive de l'après-midi. Elle tenait 2 tasses de café et arborait une expression mêlée de curiosité et d'appréhension. « J'étais dans le coin, dit-elle en lui tendant les tasses comme une offrande. J'ai pensé que tu aurais besoin d'une pause. » Il en prit une en hochant la tête en signe de remerciement et la regarda entrer, ses yeux parcourant l'espace, s'attardant sur les piles de bois, les projets à moitié terminés, le chaos organisé de ses outils. Elle ne plissa pas le nez à l'odeur de la sciure de bois et ne tressaillit pas devant la couche de poussière qui recouvrait tout. Au contraire, elle passa la main sur un morceau de bois de grange récupéré. Il travaillait sur son toucher, doux, presque respectueux. « C'est magnifique, dit-elle. Ce n'est que du bois, répondit-il. Mais tu en fais quelque chose de plus, dit-elle en le regardant, le regard direct et fixe. C'est un don. Liam ne savait pas quoi répondre. Il n'était pas habitué à des compliments aussi sincères, aussi immérités. Ils restèrent debout dans le silence de l'atelier, le bourdonnement des machines, pour une fois silencieux. Et Liam sentit un mur dont il n'avait même pas conscience commencer à se fissurer légèrement. Il ne lui faisait toujours pas confiance. Pas complètement, mais il commençait à en avoir envie. L'appartement était petit, mais c'était le leur. Au 2e étage d'un immeuble en briques qui avait connu des jours meilleurs. Liam avait fait de son mieux pour en faire un foyer. Des étagères qu'il avait construites lui-même, alignées le long des murs, remplies des livres et des projets artistiques de sa mère. Un petit tapis coloré recouvrait la partie la plus abîmée du parquet. Et la table de cuisine était un meuble qu'il avait récupéré et restauré lui-même. Lorsque Isabella vint dîner pour la première fois, Liam sentit un nœud d'anxiété se former dans son estomac. Il avait insisté pour cuisiner, afin de la remercier pour les pâtisseries et le café, et de rétablir un équilibre qui lui semblait impossible à atteindre. Il prépara des spaghettis, son plat infaillible, et Maya l'a aidé en dressant la table avec des assiettes dépareillées et des serviettes en papier soigneusement pliées. Isabella est arrivée avec un petit pot d'orchidées, une touche de beauté délicate qui semblait à la fois déplacée et parfaitement à sa place sur le rebord de sa fenêtre. Elle est entrée et son regard ne s'est pas attardé sur la peinture écaillée près de la fenêtre, ni sur le robinet qui fuyait malgré toutes les réparations qu'il avait effectuées. Elle a regardé les photos de lui et Maya collées sur le réfrigérateur. Elle regarda les dessins au crayon qui servaient de papier peint dans le couloir et elle sourit, un sourire doux et sincère qui rendit la pièce plus chaleureuse. « C'est charmant », dit-elle, et il savait qu'elle le pensait. Le dîner fut simple et un peu chaotique. Maya renversa son verre d'eau à 2 reprises et insista pour expliquer en détail l'intrigue de son film préféré.
Liam se surprit à s'excuser pour le bruit, pour le désordre. Mais Isabella se contenta de rire. Ce n'est pas en désordre. Elle dit que c'est vivant, son propre appartement. Elle expliqua qu'il était toujours calme, trop calme. Un endroit où le silence résonnait après les avoir regardés ensemble. Liam et Maya, leur plaisanterie facile, leurs blagues partagées, leur amour inconditionnel. Il vit dans ses yeux une lueur de nostalgie, un soupçon de tristesse pour quelque chose qu'elle n'avait pas. Après que Maya se fut endormie, Isabella l'aida à faire la vaisselle. Elle se tenait à côté de lui devant le petit évier. Son épaule effleurait parfois la sienne. Alors qu'elle séchait une assiette, leur silence était désormais confortable, rempli de non-dits. Ils apprenaient tous deux à se connaître. « Tu es un bon père », dit-elle doucement, d'une voix à peine audible. Il secoua la tête. « J'essaie juste de ne pas trop tout gâcher. »« Ce n'est pas le cas », dit-elle en se tournant vers lui. « Tu lui donnes quelque chose que l'argent ne peut acheter. Un foyer, un vrai foyer. » Liam cessa d'essuyer l'assiette qu'il tenait et la regarda. Il la regarda vraiment dans la faible lumière de sa petite cuisine. Elle ne semblait plus être un mystère. Elle semblait simplement être une femme qui comprenait ce que signifiait la solitude. Et dans cette compréhension partagée, il sentit quelque chose changer, quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer, mais qui devenait trop réel pour être ignoré. Isabella se tenait sur le petit balcon de son appartement terrasse loué. Les lumières de la ville s'étalaient sous ses yeux comme un tapis d'étoiles tombées. L'air était frais et vif, mais elle ne le sentait pas. Elle était enveloppée dans un plaid en cachemire, son esprit à des kilomètres de là, dans un petit appartement au 2e étage sans ascenseur qui sentait l'ail et la sciure de bois. Elle avait menti à Liam, non par malveillance, mais par omission. Elle n'était pas une écrivaine en congé sabbatique. Elle était Isabella Vance, l'unique héritière de Vance Global Industries, fortune, un conglomérat présent dans tous les domaines, de la technologie à l'immobilier. Elle était la femme en couverture des magazines économiques, celle qui dirigeait une fondation de plusieurs milliards de dollars, la Arbor Light Foundation. Elle avait quitté ce monde 2 mois auparavant, fuyant une bataille au sein du conseil d'administration qui l'avait laissé vide et désillusionné. Son père, un homme qui accordait plus d'importance à l'héritage qu'à toute autre chose, avait exigé qu'elle joue un rôle plus public après un scandale impliquant l'une de leurs filiales. Il voulait qu'elle soit le visage de l'entreprise, le symbole raffiné de leur société, de leur force inébranlable. Mais elle n'y arrivait pas. Elle ne supportait pas de monter sur une autre scène et de lire un autre discours soigneusement rédigé sur un avenir auquel elle ne croyait pas. Elle s'était donc enfuie. Elle avait fait ses valises, vidé son compte bancaire et disparu, choisissant cette ville tranquille et oubliée parce que c'était le dernier endroit où quelqu'un penserait à la chercher. Elle était satisfaite de son anonymat jusqu'à ce qu'elle voie Lyon dans la salle d'attente de l'hôpital. Il était tout ce que son monde n'était pas, honnête, brut, défini non pas par ce qu'il possédait, mais par ce qu'il aimait. Payer sa facture avait été un geste impulsif, facile pour elle, mais profond pour lui. Mais en apprenant à le connaître, elle avait pris conscience du danger de ce geste, du déséquilibre des pouvoirs qu'il créait, du mensonge sur lequel il reposait. Il commençait à lui faire confiance, à la laisser entrer dans le petit monde précieux qu'il avait construit avec sa fille. Et elle était là sous de faux prétextes. Elle regarda la ville en contrebas, un monde qu'elle pouvait contrôler, un monde qu'elle pouvait acheter et vendre, et réalisa que cela n'avait aucun sens. Comparée à la chaleur tranquille de la petite cuisine de l'âme, elle savait qu'elle devait lui dire la vérité. Mais cette idée la terrifiait, car si elle lui disait, elle risquait de perdre le prospectus. Une chose qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle cherchait un endroit où se sentir réelle. L'atelier était le sanctuaire de Liam, le seul endroit où le monde et ses exigences semblaient s'estomper, remplacés par l'odeur du bois fraîchement coupé et le rythme régulier de son travail. Il était en train de scier un morceau d'érable, ses mouvements assurés et expérimentés, lorsque la cloche au-dessus de la porte tinta. Isabella se tenait là, tenant une petite boîte ficelée. Son expression était sérieuse, plus qu'il ne l'avait jamais vue. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle. Il éteignit la raboteuse. Le silence soudain de l'atelier semblait pesant. Il acquiesça et lui fit signe de s'asseoir sur l'un des 2 tabourets usés dans le coin. Ils s'assirent face à face, l'air chargé d'une tension tacite. « Je n'ai pas été honnête avec toi », dit-elle d'une voix calme mais ferme. Lyon attendit, les mains posées sur les genoux, les jointures blanchies. « Je ne suis pas écrivain, j'ai essayé, mais ce n'est pas ce que je fais. » Ici, man s'assit ici. Elle prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Isabella Vance. Ma famille est propriétaire de Vance Global et je dirige notre fondation, la Arbor Light Foundation.
L'expression de Liam ne changea pas, mais un calme s'empara de lui, un silence profond qui en disait plus long que n'importe quelle explosion. Il se contenta de la fixer, ses yeux scrutant son visage tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient. La facture de l'hôpital. Il a dit que ce n'était pas une question. Elle acquiesça. Oui, c'était moi. Lion se leva et s'éloigna de quelques pas. Lui tournant le dos, il passa une main sur son visage. Se frottant les yeux fatigués, il n'était pas en colère. Pas encore. Il était autre chose, quelque chose de plus froid, un sentiment creux d'être manipulé, d'être considéré comme un projet, un cas social. « Je ne l'ai pas fait par pitié », dit-elle rapidement en se levant à son tour. « Je l'ai fait parce que je t'ai vu avec ta fille, et j'ai vu à quel point tu l'aimais, et c'était la chose la plus authentique que j'avais vue depuis des années. Et tu n'as pas pensé à me le dire, Liam », dit-il en se tournant vers elle. Sa voix était basse, mais elle tranchait dans l'air. « Tu m'as laissé t'inviter chez moi, tu as dîné à ma table, tu as joué avec ma fille tout en gardant ce secret. » Il fit un geste vers l'atelier. « C'est tout ce que j'ai, cette honnêteté, ce calme. Et tu y as introduit un mensonge. Ce n'était pas un mensonge. » La voix d'Isabella se brisa. J'essayais d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était pas défini par un compte en banque. Je voulais juste voir ce que ça faisait d'être aimé pour moi, pas pour mon nom. L'âme secoua lentement la tête. Son regard exprimait une profonde déception, un regard qui faisait plus mal que la colère n'aurait jamais pu le faire. « Eh bien, félicitations, » dit-il d'une voix neutre. « Tu as obtenu ce que tu voulais. » Sur ces mots, il se retourna vers son établi, prit un morceau de papier de verre et se remit au travail. Comme si elle n'était plus là, le bruit du ponçage était la seule chose qui remplissait le silence. Un rythme régulier et saccadé qui était sa façon d'ériger un mur entre eux, brique par brique. Isabella resta là un long moment, à regarder son dos, ses larges épaules désormais tendues et inflexibles. Elle savait que ce serait sa réaction, elle l'avait redouté, mais la réalité fut un coup physique. Elle posa la petite boîte qu'elle avait apportée sur une table voisine et se retourna pour partir. Il ne l'arrêta pas. Il ne leva pas les yeux vers la cloche au-dessus de la porte qui sonna doucement alors qu'elle sortait dans le soleil de l'après-midi, le laissant seul dans l'air calme et poussiéreux de son sanctuaire. Un sanctuaire qu'elle avait involontairement violé. Les jours qui suivirent la révélation furent silencieux et gris. Le ciel semblait refléter l'humeur qui s'était installée dans le petit monde de Lyon. Il se jeta dans son travail avec une férocité qui frôlait l'obsession. Arrivant à l'atelier avant le lever du soleil et y restant longtemps après le coucher du soleil, il ne voulait pas penser, il ne voulait pas ressentir. Il voulait juste le confort familier du bois et des outils, la logique simple d'une ligne droite et d'un joint solide. Mais la présence d'Isabella persistait comme l'odeur du vernis dans l'air. Il la voyait partout dans le parc où Maya se balançait désormais seule sur les balançoires, dans la petite boulangerie où il s'arrêtait pour prendre un café, et il se souvenait de son rire discret. Il trouva même l'orchidée qu'elle avait apportée à son appartement, toujours en fleurs sur le rebord de la fenêtre, un rappel délicat et persistant de ce qu'il avait repoussé. Maya ressentit également ce changement. Elle était plus calme, plus renfermée. Elle ne posait pas directement de questions sur Isabella, mais ses dessins en disaient long. La famille de 2 personnages qu'elle avait l'habitude de dessiner comptait désormais un 3e personnage. Elle avait griffonné le fantôme d'une personne qui était là un soir. Liam la trouva assise à la table de la cuisine, un dessin à moitié terminé devant elle. « Tu es en colère contre elle ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Le petit Liam s'assit à côté d'elle, le cœur serré. « Non, ma chérie, je ne suis pas en colère », répondit-il. Et c'était la vérité. Il n'était pas en colère. Il était blessé, effrayé et confus, mais pas en colère. Alors pourquoi elle ne vient plus ? « Parce que les adultes sont compliqués », répondit-il en lui caressant les cheveux. « Parfois, nous construisons des murs pour nous protéger, même si cela nous empêche aussi de profiter des bonnes choses. » Maya baissa les yeux vers son dessin puis le regarda à nouveau. Mais elle te faisait sourire. Il n'avait pas de réponse à cela, car c'était vrai. Elle l'avait fait sourire. Elle lui avait redonné une lueur d'espoir qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Il l'avait repoussée pour protéger sa fierté, pour protéger son petit monde honnête. Mais alors qu'il était assis dans le silence de son appartement, les yeux tristes de sa fille posés sur lui, il se demanda si, en essayant de les protéger, il ne les avait pas enfermés dans une cage encore plus petite. Dans l'atelier, une petite boîte était posée sur le bord d'un établi. L'âme l'avait déplacée une 12aine de fois, mais il n'avait pas réussi à se résoudre à la jeter. C'était un élément tangible du mensonge de la femme qu'il essayait si fort d'oublier. Un après-midi pluvieux, alors que l'atelier semblait particulièrement vide, il finit par la prendre.
La ficelle se défit facilement et il souleva le couvercle. À l'intérieur, niché sur un lit de papier de soie doux, se trouvait un petit oiseau en bois sculpté à la main. Ses ailes étaient déployées comme s'il était en plein vol, et les détails étaient exquis, bien trop fins pour un amateur. Il le retourna et vit une petite inscription au dos. Pour l'homme qui construit des choses qui durent, Liam eut le souffle coupé. C'était l'une de ses propres créations, qu'il avait vendue lors d'un salon d'artisanat il y a des années, une pièce dont il était particulièrement fier et qu'il n'avait jamais revue depuis. Il se souvenait de la femme qui l'avait achetée, une femme âgée discrète, au regard bienveillant, qui avait dit que c'était pour sa petite fille, une petite fille qui avait perdu son chemin et avait besoin d'un rappel de ce qui était réel. Il s'effondra sur un tabouret, tenant le petit oiseau dans sa main calleuse. Elle ne l'avait pas simplement acheté avec une facture d'hôpital. Elle l'avait vu bien avant qu'il ne la voie. Elle avait compris son travail, sa passion, son cœur. Elle ne jouait pas un jeu. Elle essayait de retrouver quelque chose qu'il possédait déjà. Cette prise de conscience le frappa, avec la force d'un coup physique. Il avait été tellement concentré sur le mensonge qu'il avait manqué la vérité. Elle n'était pas une milliardaire qui jouait. Imaginez qu'elle était une femme qui voyait la valeur d'un petit oiseau en bois dans l'amour d'un père, dans une vie fondée sur l'honnêteté, et qu'il l'avait repoussée. Il se leva, l'oiseau toujours dans la main, et se dirigea vers la porte. La pluie tombait à verse, mais il s'en moquait. Il devait la retrouver. Il devait lui dire qu'il avait eu tort, qu'il avait été stupide, que parfois, les choses les plus réelles sont celles qui font le plus peur. Le hall du siège social de Vance Global était une cathédrale de verre et d'acier, un monument à la puissance et à la richesse. Des hommes et des femmes en costume sur mesure se déplaçaient avec une urgence silencieuse, leurs pas résonnant sur le sol en marbre. Liam se tenait au centre de tout cela, vêtu de ses habits de travail. Des vêtements, un jean, une chemise en flanelle et une veste encore humide de pluie. Il tenait un petit oiseau en bois dans une main et une détermination dans son cœur qui lui semblait à la fois terrifiante et juste. Il semblait complètement déplacé, tel un morceau de bois brut dans une pièce en chrome poli, et tout le monde le savait. La réceptionniste, une femme aux cheveux blonds, lisses, coupés au carré et à l'expression poliment dédaigneuse, leva les yeux de son ordinateur et haussa un sourcil parfaitement sculpté. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'un ton qui suggérait qu'elle connaissait déjà la réponse. « Je suis ici pour voir Isabella Vance », dit-il d'une voix calme. Malgré les battements de son cœur qui martelaient à sa poitrine, la réceptionniste lui adressa un sourire froid et dédaigneux. « Mademoiselle Vance est en réunion. Elle ne prend pas de rendez-vous sans rendez-vous. » Liam ne bougea pas. « Alors j'attendrai. » La réceptionniste plissa les yeux, vigilante. Un homme en costume sombre apparut à ses côtés. « Monsieur, si vous n'avez pas de rendez-vous, je vais devoir vous demander de partir. » Mais avant que Liam n'ait pu répondre, une voix retentit. Une voix qu'il entendait dans ses rêves depuis des semaines. « Ça va, Robert, je m'en occupe. » Isabella se tenait en haut du grand escalier, le dos droit, le visage impassible. Elle était vêtue d'un élégant costume noir élégant, les cheveux tirés en arrière en un chignon serré et brillant, contrastant fortement avec la femme qui s'était assise sur son sol et avait aidé sa fille à construire une cabane. Elle semblait à sa place dans ce monde de pouvoir et de contrôle. Et pourtant, ses yeux étaient fixés sur lui, et il y vit une lueur de la même vulnérabilité qu'il avait vue dans son atelier. Elle descendit les escaliers, ses talons claquant sur le marbre. Chaque pas résonnait délibérément dans la salle caverneuse. Tout le hall était devenu silencieux, tout le monde observant la scène. Dramalaya la rejoignit en bas des escaliers. Il tendit la main et l'ouvrit, révélant le petit oiseau en bois. Elle retint son souffle, perdant son sang-froid pendant un instant. « Tu l'as gardé » murmura-t-elle. Il acquiesça. « Tu avais raison » dit-il d'une voix basse, à l'intention de ses seules oreilles. « Je construis des choses qui durent, et j'ai été idiot de penser que celle-ci n'en faisait pas partie. » Les yeux d'Isabella se remplirent de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. Elle se contenta de fixer l'homme qui avait traversé des mondes pour la retrouver, l'homme qui tenait entre ses mains un morceau de son passé et de son avenir. La salle du conseil était silencieuse. La douzaine de membres du conseil d'administration assis autour de la longue table en verre affichaient des expressions mêlées de confusion et de désapprobation. Ils étaient en pleine discussion tendue sur les projections trimestrielles lorsque Isabella avait brusquement quitté la pièce pour aller à la rencontre de l'homme étrange dans le hall. Elle se tenait maintenant à la tête de la table, allongée à côté d'elle, sa présence perturbant de manière flagrante et indéniable leur monde stérile. Robert, l'homme qui avait tenté de faire expulser Liam du hall, s'éclaircit la gorge. « Isabella, si nous pouvions revenir à la question qui nous occupe.
Non, Isabella, dit sa voix, calme mais ferme. Nous allons discuter d'un nouveau sujet qui aurait dû être abordé depuis longtemps. Elle regarda autour de la table les visages des hommes et des femmes qui la connaissaient depuis son enfance, qu'il avait vu grandir dans le rôle qu'ils avaient conçu pour elle depuis des années. Cette entreprise n'a eu qu'un seul objectif, le profit. Nous avons acquis, nous nous sommes développés, nous avons optimisé, mais nous avons perdu notre chemin. Nous avons oublié que notre plus grand atout n'est pas le cours de notre action. Ce sont les personnes qui travaillent pour nous et les communautés que nous servons. Un murmure parcourut la salle. Mais Isabella ne vacilla pas. Cet homme, dit-elle en posant une main sur le bras de l'âme, est un charpentier. Il construit des choses de ses mains, des choses honnêtes, réelles et faites pour durer. Il m'a rappelé ce que cette entreprise était censée être, ce que mon grand-père avait imaginé avant qu'elle ne devienne une simple feuille de calcul. Robert ricana. Isabella, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour faire preuve de sentimentalisme. C'est exactement le moment et l'endroit. Isabella répliqua d'une voix empreinte d'une nouvelle force qui la surprit elle-même. Je ne suis plus seulement le visage de cette entreprise. Je suis son cœur et sa conscience. Et les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Elle se tourna vers Léon, dont les yeux remplis de fierté et d'amour lui donnèrent sans confiance. Dans la tempête, nous allons lancer une nouvelle initiative, annonça-t-elle au conseil d'administration. Les constructeurs financent un programme visant à aider les artisans et les créateurs à investir dans des compétences en voie de disparition, à investir dans des personnes qui créent de la beauté et de la valeur de leurs propres mains. Et M. Morgan en sera le responsable. L'âme écarquilla les yeux, mais ne dit rien. Il regarda simplement Isabella, voyant non pas la milliardaire Aéris, mais la femme qui avait vu la valeur d'un petit oiseau en bois et avait décidé de construire un monde autour de lui. La salle de réunion étouffante, avec sa table polie et sa vue panoramique sur la ville, n'avait jamais semblé autant être un lieu d'espoir. La pluie avait cessé. Ils quittèrent le bâtiment Vance Global, le soleil perçant les nuages et projetant une lumière claire et vive sur le trottoir mouillé. La ville semblait différente à Liam, non plus comme un lieu d'indifférence imposante, mais comme un lieu où un nouveau départ avait été forgé. Ils marchèrent en silence pendant un moment. Ce n'était pas un silence gênant, mais un silence confortable, celui qui n'a pas besoin d'être rempli de mots. Isabella avait troqué son tailleur contre un jean et un pull. Ses cheveux étaient détachés. Elle avait passé son bras sous le sien. Pendant qu'il marchait, Haïm tenait toujours le petit oiseau en bois dans sa poche. Sa surface lisse lui rappelait constamment le voyage qui les avait amenés ici. Ils s'arrêtèrent dans un petit parc, une oasis de verdure nichée entre les gratte-ciel. Maya les attendait avec une femme qui, selon lui, faisait partie du personnel d'Isabella. Quand Maya les vit, son visage s'illumina et elle courut se jeter dans leurs bras, s'enroulant autour de leurs jambes dans une étreinte féroce. « Tu restes maintenant ?» demanda-t-elle en levant les yeux vers Isabella, la voix pleine de l'espoir inébranlable d'un enfant. Isabella s'agenouilla et écarta une mèche de cheveux du visage de Maya. « Oui, ma chérie, je reste pour de bon. » Liam les regarda, un sourire enfin apparaissant dans ses yeux. Un vrai sourire, qui n'était pas assombri par l'inquiétude ou la peur. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il à Isabella, debout face à lui, à propos du fond, à propos du fait que je le dirige. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Elle répondit, « Tu es l'homme le plus honnête que j'ai jamais rencontré, et cette entreprise a plus besoin de ton intégrité que d'un autre cadre en costume. Mais il ne s'agit pas seulement du travail, Lion. » Il croisa son regard, comprenant qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple emploi. Il s'agissait d'une vie, d'un avenir, d'une famille. « Je t'aime, » dit-il. Les mots sortirent facilement et naturellement pour la première fois. « Je t'aime aussi, » répondit-elle d'une voix émue. Et alors qu'ils se tenaient là, au milieu du parc, Maya tenant leurs deux mains, le monde semblait s'effacer. Il n'y avait plus de salles de réunion, plus de factures d'hôpital, plus de divisions sociales. Il n'y avait que trois. Une famille fondée non pas sur la richesse ou le statut social, mais sur la gentillesse, un passé commun et un avenir partagé. Ils allaient la construire ensemble, pièce par pièce, en toute honnêteté. L'atelier était baigné de lumière et rempli de rires. L'ancien espace poussiéreux avait été transformé. Le fond du constructeur lui avait donné une nouvelle vie, mais ce sont les personnes qui s'y trouvaient qui en avaient fait un foyer. Liam se tenait devant un établi, guidant les mains d'un jeune garçon qui apprenait à se servir d'un ciseau. Sa voix était patiente, son sourire détendu. Isabella était assise à proximité et dessinait dans un cahier, mais ses yeux ne cessaient de se poser sur Liam et le groupe d'enfants rassemblés autour de lui.
Elle avait trouvé sa place non pas à la tête d'une table de réunion, mais ici, au cœur de quelque chose de réel et de créatif. Maya était à son petit établi, ponçant un morceau de bois, la langue tirée en signe de concentration. Elle construisait un nichoir, un projet bancal mais ambitieux qu'elle était déterminée à terminer toute seule. La cloche au-dessus de la porte sonna, et l'âme leva les yeux. Il s'attendait à voir un nouvel élève ou un parent, mais c'était le père d'Isabella. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, appuyé sur une canne, le visage empreint à la fois de fierté et d'admiration. Il regarda autour de lui l'atelier animé, les visages concentrés des enfants, le sourire serein de sa fille, et il comprit enfin. « Tu as construit quelque chose de remarquable ici », dit-il à Isabella. « Nous l'avons construit, Isabella. » Elle le corrigea en regardant Liam, les yeux pleins d'amour. Plus tard dans la soirée, après que l'atelier se fut calmé et que les étoiles eurent commencé à apparaître dans le ciel nocturne dégagé, Liam, Isabella et Maya s'assirent sur les marches de leur nouvelle maison, une petite maison avec un grand jardin qu'ils avaient acheté ensemble. Maya était blottie entre eux, la tête posée sur les genoux d'Isabella, profondément endormie. Elle tenait dans sa main un oiseau en bois fait à la main. L'âme passa son bras autour d'Isabella et la serra contre lui. « Tu sais, dit-il dans un murmure, je n'aurais jamais pensé que cette vie était possible pour moi. » Isabella posa sa tête sur son épaule. « Moi non plus, je n'aurais jamais pensé que c'était possible pour moi. » Mais ils avaient fondé une vie qui ne reposait pas sur ce qu'ils avaient, mais sur qui ils étaient. Une vie où l'amour d'un père était la plus grande richesse et où la gentillesse d'un milliardaire était la clé qui leur ouvrait un avenir dont ils n'avaient jamais osé rêver. Et alors qu'ils étaient assis là, sous le ciel infini, ils savaient qu'ils étaient enfin chez eux. Un père célibataire a le cœur brisé lorsqu'il ne peut pas offrir un chiot à sa fille pour son anniversaire. Ce qu'il ignore, c'est que la femme qui dirige le refuge est une milliardaire solitaire qui voit en lui quelque chose que l'argent ne peut acheter. Avant de plonger dans l'histoire, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire. Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo et à quelle heure. L'air du refuge pour animaux sentait les copeaux de pin propre et un léger parfum d'espoir, une odeur qui s'accrochait au sol en béton et aux portes grillagées des chenils. Ethan se tenait dans le couloir principal, une main posée sur l'épaule de sa fille, le cœur lourd comme une pierre dans sa poitrine. Chloé, sa fille de 7 ans, était collée contre la vitre d'un enclos pour chiots, son souffle formant un petit cercle de buée à l'intérieur où se trouvait un petit golden retriever aux pattes surdimensionnées, qui remuait frénétiquement sa queue, perpétuellement pleine d'espoir. Son pelage était de la couleur du miel et ses yeux étaient des puits sombres d'amour inconditionnel. Chloé parlait de ce chiot depuis des mois, depuis qu'elle avait vu une photo de lui sur le site web du refuge. Elle l'avait baptisé Barnaby, elle avait dessiné des images de lui, elle avait planifié tout leur avenir entre les visites au parc et les caresses sur le ventre. « Regarde, papa, il me connaît », murmura-t-elle d'une voix pleine d'admiration. Ethan esquissa un sourire forcé, la gorge serrée. Il savait que c'était vrai. C'est un bon garçon. Ces mots lui donnaient l'impression de trahir quelqu'un. Chaque fois qu'il les prononçait, il avait 53 $ sur son compte bancaire et le loyer était dû vendredi. Il travaillait comme graphiste indépendant, un métier qui offrait de la flexibilité mais aucune sécurité. Les clients mettaient du temps à payer et les nouveaux projets se faisaient rares. Un chiot n'était pas seulement un chiot. C'était de la nourriture, des frais vétérinaires, des jouets. C'était une montagne de dépenses. Il n'avait aucun moyen de s'en sortir. Les frais d'adoption à eux seuls dépassaient ses moyens. Mais dire à Chloé que son seul souhait d'anniversaire était impossible lui semblait être un échec fondamental. Une femme se tenait au fond du hall et les observait en silence. Elle était vêtue d'une simple salopette. Elle portait un t-shirt délavé sous ses cheveux foncés, attaché en une queue de cheval désordonnée. Elle ressemblait à n'importe quel autre bénévole, fatiguée mais dévouée. Ce qu'Ethan ignorait, c'est que cette femme, Isabella Vance, n'était pas une bénévole. Elle était la propriétaire du refuge. Elle avait financé sa construction de A à Z et elle observait la scène se dérouler avec une douleur familière dans le cœur. Elle avait déjà vu ce désespoir silencieux, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Ethan regardait sa fille avec une telle intensité. Un amour si féroce, presque douloureux, qui la poussa à s'avancer. « Il est spécial, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix calme et douce. Ethan se retourna, surpris. Il ne l'avait pas entendu approcher. « Oui, il l'est. Chloé est la meilleure. Il est de mon souhait d'anniversaire. » Ara s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Chloé. Barnaby a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui l'aime autant. Chloé rayonnait.
Mais le sourire d'Ethan vacilla sous le poids de la vérité qui pesait sur lui. Il savait que dans quelques minutes, il allait devoir briser le cœur de sa fille, et il ne savait pas comment il allait survivre à cela. La conseillère en adoption, une femme au visage aimable nommée Sarah, les appela à son bureau. Elle avait un sourire éclatant et une pile de documents qui firent se nouer l'estomac d'Ethan. Il s'assit avec Chloé sur ses genoux, essayant de respirer calmement. Pendant que Sarah passait en revue le processus d'adoption, elle parla des puces électroniques, des calendriers de vaccination et de l'importance d'une bonne alimentation. Ethan acquiesçait, faisant semblant d'écouter, mais son esprit était envahi par un tourbillon de chiffres qui ne collaient pas. Sarah fit glisser un formulaire sur le bureau. Ce n'est que la demande et le contrat d'adoption. Les frais s'élèvent à 250 $, ce qui couvre tous les soins vétérinaires initiaux. Ethan fixa le chiffre. Cela aurait tout aussi bien pu être 1 million. Il sentit Chloé bouger sur ses genoux, son petit corps tendu par l'excitation. Il devait dire quelque chose, n'importe quoi, pour empêcher que cela aille plus loin. Il s'éclaircit la gorge, la voix. « Nous venons juste voir aujourd'hui, dit-il, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. Nous ne sommes pas tout à fait prêts à prendre une décision. » Le visage de Chloé s'assombrit, son expression lumineuse et pleine d'espoir se transformant en confusion. « Mais papa, tu as dit que nous pouvions l'avoir pour mon anniversaire. »« Je sais, ma chérie, » murmura Ethan en la serrant contre lui. « Mais nous devons être sûrs que c'est le bon moment. » La déception dans ses yeux était un coup physique. Il la ressentit dans sa poitrine, comme une douleur aiguë et lancinante. Il se leva, les jambes chancelantes. « Je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps, » dit-il à Sarah, qui le regardait maintenant avec une expression de douce compréhension. « Ce n'est pas une perte de temps, » répondit-elle doucement. « C'est un chien formidable. Il sera là quand vous serez prêt. » Mais Ethan savait qu'il ne serait jamais prêt, pas de la manière qui comptait. Il prit la main de Chloé et la conduisit hors du refuge. Le son des aboiements pleins d'espoir de Barnaby les suivait comme un triste adieu, mais il ne se retourna pas. Il ne supportait pas de voir l'espoir s'évanouir dans les yeux du chiot, tout comme celui de sa fille qui les regardait partir depuis la porte de son petit bureau. Son cœur se serrait d'une douleur familière. Elle avait construit ce refuge pour créer des fins heureuses et réunir des familles. Mais elle ne pouvait pas contrôler les réalités financières qui empêchaient tant de gens de connaître la joie simple de l'amour d'un animal de compagnie. Elle voyait la honte dans les yeux d'Ethan, la façon dont il essayait de protéger sa fille de son propre chagrin. C'était un regard qu'elle ne connaissait que trop bien, non pas de sa propre vie, mais des innombrables histoires qu'elle avait entendues de la part de personnes venant chercher de l'aide auprès de sa fondation. Une dignité tranquille face à des circonstances impossibles. Elle s'approcha du bureau de Sarah, l'air pensif. « Le Golden Retriever croisé est-il toujours disponible ?» Sarah acquiesça. « Oui, le pauvre. » Le père semblait tellement bouleversé. Ara tapota le comptoir avec son stylo. « Et si on supprimait les frais d'adoption ?» Sarah haussa les sourcils. « On ne peut pas faire ça, Ara. C'est contraire à la politique. »« Les politiques peuvent être modifiées, » dit Elara d'une voix calme mais ferme. Elle sortit un chéquier du tiroir de son bureau. Le logo de la Fondation Vance était discrètement imprimé dans le coin. « Je vais prendre ça en charge, ainsi que 50 autres adoptions. Après ça, dis-leur simplement que c'est une promotion spéciale, un fonds pour les fêtes de fin d'année. Quelque chose comme ça. » Sarah fixa sa patronne, les yeux écarquillés de surprise. Mais pourquoi regarda vers la fenêtre où la vieille voiture cabossée d'Ethan quittait le parking. « Parce que certaines familles méritent qu'on enfreigne les règles, » dit-elle doucement. « Et parce qu'aucune petite fille ne devrait avoir le cœur brisé le jour de son anniversaire. » Le trajet du retour fut silencieux, le genre de silence lourd de déception, inexprimé. Chloé regardait par la fenêtre, son reflet, un petit fantôme triste, se détachant sur le paysage qui défilait. Elle ne pleura pas. Elle se retira simplement dans son monde silencieux. Un monde où les vœux d'anniversaire ne se réalisaient pas. Ethan serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Il se sentait comme un échec, un imposteur. Il avait nourri ses espoirs pour mieux les anéantir. Et la honte qu'il en ressentait lui laissait un goût amer dans la bouche. Il voulait lui expliquer, lui parler des factures, des clients qui tardaient à payer, de l'inquiétude constante qui l'empêchait de dormir la nuit. Mais comment pouvait-il lui imposer ce fardeau? Elle n'était qu'une enfant. Elle méritait un monde de magie et de chiots, pas un monde d'angoisse financière et de promesses non tenues. Quand ils rentrèrent dans leur petit appartement, le silence persista. Chloé alla directement dans sa chambre et ferma doucement la porte derrière elle. Ethan s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains.
Le silence de l'appartement lui semblait immense, contrastant fortement avec le joyeux chaos qu'un nouveau chiot aurait apporté. Il resta là longtemps, la lumière de l'après-midi s'estompant derrière la fenêtre, jusqu'à ce que son téléphone vibre. C'était un numéro inconnu, et il faillit l'ignorer. Mais quelque chose le poussa à répondre. « Allô ?» demanda une voix enjouée. « Est-ce qu'est Ethan ?»« Oui, c'est Sarah, du refuge pour animaux. Je sais que vous avez dit que vous ne faisiez que regarder, mais je voulais vous informer d'une promotion spéciale. Nous organisons... » Le cœur d'Ethan se serra encore davantage. « Écoutez, j'apprécie, mais je vous ai dit que nous n'étions pas intéressés. »« Je comprends, » dit rapidement Sarah. « Mais c'est un peu différent. Un donateur privé vient de créer un fonds de solidarité. Il a pris en charge les frais d'adoption de plusieurs dizaines d'animaux, dont Barnaby. Ces frais ont été entièrement supprimés. » Ethan se redressa. « Quoi, supprimés ?» Elle répéta. « Ils sont pris en charge. Vous n'aurez à vous occuper que des dépenses courantes, comme la nourriture, mais l'adoption initiale est gratuite. Nous voulons simplement qu'il trouve un bon foyer. Et nous avons immédiatement pensé à vous et à Chloé. » Liam était sans voix. Il ne savait pas quoi dire. Qui ferait une chose pareille? Pourquoi? Cela ressemblait à un miracle, un acte de gentillesse aléatoire, trop beau pour être vrai. Mais l'espoir dans la voix de Sarah était réel. Il pensa à Chloé, seule dans sa chambre, le cœur brisé. Il pensa au petit chiot doré aux yeux pleins d'espoir. Et il sut qu'il ne pouvait pas laisser passer cette chance. « J'arrive, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « J'arrive dans 20 minutes, » dit-il à Chloé. Son visage se transforma, la tristesse laissant place à une joie pure et sincère. Elle jeta ses bras autour de son cou et le serra si fort qu'il pouvait à peine respirer. « Merci, papa, » murmura-t-elle. « Merci, merci. » Ethan la serra contre lui, les yeux remplis de larmes. Il ne savait pas qui était le donateur anonyme, mais celui-ci n'avait pas seulement payé pour un chiot. Il lui avait rendu le sourire de sa fille, et pour cela, il lui serait éternellement reconnaissant. La deuxième fois qu'ils entrèrent dans le refuge, l'atmosphère semblait différente. Elle était plus légère, remplie d'un sentiment de possibilité qui n'était pas là auparavant. Avant même que Chloé ne franchisse la porte en sautillant, la main dans celle d'Ethan, le visage rayonnant d'une excitation contagieuse, Barnaby les attendait, remuant joyeusement la queue à leur approche, lorsque Sarah ouvrit la porte. Le chiot bondit hors de l'enclos et se jeta dans les bras de Chloé, lui léchant le visage avec une joie débordante qui fit sourire tout le monde dans la pièce. Ethan s'agenouilla et ébouriffa la fourrure douce du chiot, le cœur gonflé d'une gratitude si immense qu'elle en était presque douloureuse. Il regarda autour de lui dans le refuge, cherchant un indice, un signe de la personne qui avait rendu ce moment possible, mais il n'y avait personne, juste le bourdonnement habituel des bénévoles et les jappements joyeux des animaux qui attendaient leur foyer définitif. Ara observait depuis l'embrasure de la porte du placard à fournitures, le cœur serré par un étrange mélange de joie et de nostalgie. Elle s'était dit qu'elle ne faisait qu'une bonne action, un simple acte de charité. Mais en voyant l'expression sur le visage d'Ethan, la façon dont il regardait sa fille avec un amour si pur et si puissant, cela a touché quelque chose au plus profond d'elle-même. Elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter, un penthouse, un appartement, un portefeuille d'investissement fructueux, une vie de luxe et de liberté. Mais elle n'avait pas cela. Elle n'avait pas cette connexion simple et tranquille qui faisait d'un petit appartement un foyer, d'une voiture cabossée une aventure. Elle vit Ethan regarder dans sa direction et se replia rapidement dans l'ombre. Elle ne voulait pas être vue, elle ne voulait pas briser le charme de l'instant. Elle avait créé ce bonheur, mais elle se sentait comme une étrangère, un fantôme dans sa propre vie. Alors qu'Ethan et Chloé quittaient le refuge avec Barnaby, trottant joyeusement à leur côté avec une nouvelle laisse brillante, Alara ressentit une telle bouffée de solitude qu'elle en eut le souffle coupé. Elle leur avait fait un cadeau, mais ils lui avaient donné quelque chose de bien plus précieux, un aperçu de ce qui lui avait manqué tout ce temps. Et le rappel que les choses les plus précieuses dans la vie ne s'achètent pas, elles se ressentent. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de chaos joyeux. Barnaby remplit leur petit appartement d'une chaleur et d'une énergie qui leur avait manqué depuis trop longtemps. Il mâchouillait les chaussures, laissait des traces de pattes boueuses sur le sol et les réveillait à l'aube en leur donnant des petits coups avec son museau humide, et Ethan n'aurait échangé cela pour rien au monde. Il trouva un emploi à temps partiel consistant à promener les chiens de son quartier pour couvrir les dépenses supplémentaires, et cette nouvelle routine lui donna un sentiment d'utilité qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois.
Lui et Chloé passaient leurs après-midi au parc à lancer une balle rouge vif à Barnaby et leur soirée blottie sur le canapé. Tous les trois formaient une petite famille parfaite par un après-midi ensoleillé. Alors qu'ils se trouvaient au parc pour chiens, Ethan aperçut un visage familier. Hal était assise sur un banc, un carnet de croquis sur les genoux, ses cheveux bruns captant la lumière du soleil. Elle était tellement concentrée sur son dessin qu'elle ne l'a remarqué que lorsque Barnaby a bondi vers elle et a laissé tomber sa balle baveuse à ses pieds. Elle a levé les yeux, surprise. Puis, un lent sourire s'est dessiné sur son visage. « Bonjour », dit-elle en grattant le chiot derrière les oreilles. « Je crois que je te connais », dit Ethan en s'approchant, le cœur battant la chamade. « Quelle surprise de te rencontrer ici !» Ara rit doucement. « Je viens parfois ici pour trouver l'inspiration. C'est un endroit idéal pour observer les gens et les chiens. » Il s'assit sur le banc à côté d'elle, et un silence confortable s'installa entre eux. « Je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier », dit-il finalement d'une voix basse. Le sourire d'Ara vacilla. « Pourquoi ? Pour la promotion au refuge ? Je sais que c'était toi, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait, mais ça a changé tout pour nous. » Elle baissa les yeux vers son carnet de croquis, les joues légèrement rougies. « J'ai juste vu un bon chien qui avait besoin d'un bon foyer, » dit-elle évasivement. Mais Ethan savait que c'était plus que cela. Il voyait la solitude dans ses yeux, la même douleur silencieuse. Il l'avait vue dès le premier jour au refuge, et il ressentit soudain le besoin de protéger et de comprendre cette femme qui avait si généreusement changé sa vie. « Alors, vous êtes une philanthrope à plein temps ?» demanda-t-il d'un ton taquin. Elle rit d'un rire sincère qui le fit sourire. « Quelque chose comme ça, » répondit-elle. « Mais j'essaie encore de comprendre ce que tout cela signifie. » Ils restèrent assis là pendant longtemps à parler de tout et de rien, comme le font les étrangers lorsqu'ils sont sur le point de devenir quelque chose de plus. Et alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le parc, Ethan réalisa qu'il n'était pas seulement reconnaissant envers Alara. Il était attiré par elle, par sa force tranquille, par sa gentillesse cachée, par le mystère qui l'entourait comme une promesse murmurée. Elle a se surpris à se rendre de plus en plus souvent au parc pour chiens, non seulement pour trouver l'inspiration, mais aussi pour avoir la chance de voir Ethan et Chloé. Leurs rencontres hebdomadaires devinrent un rituel réconfortant, un petit îlot de normalité dans sa vie autrement solitaire. Elle apprit qu'Ethan était un artiste talentueux. Ses croquis étaient remplis d'une vie et d'une émotion qu'elle enviait. Elle découvrit son rêve d'ouvrir un jour son propre petit studio, un endroit où il pourrait enseigner le dessin et la peinture aux enfants. Il apprit qu'Alara avait l'esprit vif, un sens de l'humour pince sans rire et une connaissance surprenante des bandes dessinées obscures. Il apprit qu'elle avait voyagé à travers le monde, mais qu'elle n'avait jamais vraiment trouvé d'endroit où elle se sentait chez elle. Il ne la pressa pas de questions sur son passé, et elle lui en fut reconnaissante. Avec lui, elle n'était pas Elara Vance, la milliardaire Aéris. Elle était simplement Elara, une femme avec un carnet de croquis et un faible pour les Golden Retrievers. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur leur banc habituelle, regardant Barnaby courir après un papillon, Chloé courut vers eux avec une poignée de pissenlits. « Tenez » dit-elle, en leur en tendant un à chacun. « Faites un vœu. » Ethan sourit et souffla sur les graines blanches qui se dispersèrent dans le vent. « Qu'as-tu souhaité » demanda Chloé à Ara. « Il ne peut pas te le dire » répondit Ara en faisant un clin d'œil à Chloé. « Sinon ça ne se réalisera pas. » Mais tandis qu'elle soufflait sur son propre pissenlit, son vœu était simple et clair. Elle souhaitait plus de jours comme celui-ci, plus de moments de joie tranquille, plus de ce sentiment qu'elle était enfin exactement là où elle devait être. La vérité est apparue de la manière la plus banale qui soit. Un magazine froissé dans la salle d'attente d'un cabinet dentaire. Ethan avait emmené Chloé pour son contrôle semestriel et feuilletait une pile de publications périmées pour passer le temps lorsqu'il vit son visage. Sa photo faisait partie d'un article sur les philanthropes les plus influents du pays. Le titre disait « Elara Vance, la puissance discrète derrière la fondation Vance ». Ethan fixa la photo, le cœur serré. C'était elle, les mêmes yeux sombres, la même expression pensive, mais elle était vêtue d'un tailleur sur mesure. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Sa posture dégageait une assurance et une puissance. Il n'avait jamais vu l'article détaillant l'immense fortune de sa famille, l'empire commercial de son père, sa propre décision de se retirer de l'entreprise familiale pour diriger leur fondation caritative. Il mentionnait sa récente disparition de la scène publique, sa réputation de personnage farouchement discret et énigmatique. Tout s'expliquait. Le don anonyme, le carnet de croquis coûteux, la façon dont elle semblait toujours avoir une réponse à tout.
Elle n'était pas seulement une femme gentille et qui aimait les chiens, elle était l'une des femmes les plus riches du monde. Il sentit une vague de froid et de douleur l'envahir. Ce n'était pas de la colère, c'était le sentiment d'avoir été stupide, naïf. Il l'avait laissée entrer dans sa vie, dans celle de sa fille, sans jamais vraiment savoir qui elle était. Il s'était permis de rêver d'un avenir avec une femme qui vivait dans un monde si éloigné du sien que cela en était risible lorsque Chloé sortait du cabinet du dentiste, le sourire radieux et fier. Ethan se força à lui rendre son sourire, mais la chaleur qui régnait entre eux avait disparu, remplacée par un nouveau silence pesant. Il ne confronta pas Ara tout de suite. Il avait besoin de temps pour comprendre, mais la fois suivante où il la vit au parc, il ne put cacher la distance dans son regard. Le mur qui s'était dressé autour de son cœur et Elara, une femme habituée à déchiffrer les signes subtils des personnes puissantes, comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle ne savait simplement pas quoi. La confrontation eut lieu quelques jours plus tard, par un après-midi gris et pluvieux. Tous trouvèrent Ethan au parc pour chien Rattan, assis seul sur leur banc, le regard perdu dans le champ vide. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle s'approcha. Ses épaules étaient affaissées. L'air méfiant, elle s'assit à côté de lui, le cœur battant à tout rompre. « Je sais qui tu es », dit-il d'une voix neutre et dénuée d'émotion. Elle a eu le souffle coupé. « Ethan, j'allais te le dire », dit-il en se tournant vers elle, les yeux remplis d'un mélange de douleur et de déception qui était plus douloureux que la colère. « Quand allais-tu me le dire, après t'être lassé de faire semblant ? Après que tu t'es lassé de notre petite vie simple ?»« Je ne faisais pas semblant », dit Ella d'une voix tremblante. « J'essayais d'être authentique pour une fois dans ma vie. »« Authentique ?» se moqua Ethan. « Qu'y a-t-il d'authentique à cacher le fait que tu pourrais acheter toute cette ville avec ta petite monnaie ? Je ne voulais pas que tu me traites différemment, lui, oui. Je voulais que tu me voies, moi, pas mon compte en banque. Je t'ai vu, dit Ethan d'une voix légèrement adoucie. J'ai vu une femme gentille et drôle qui faisait rire ma fille et qui m'a fait croire que je pouvais peut-être être à nouveau heureux. Mais maintenant, je ne sais plus ce qui était réel et ce qui faisait partie de ton jeu. Ce n'était pas un jeu, insista Ara, les larmes aux yeux. Je tombais amoureuse de toi. L'expression d'Ethan vacilla, la colère laissant place à une profonde et douloureuse tristesse. Je ne peux pas faire ça, Ara, dit-il en se levant. Je ne peux pas faire partie de ton monde. Je n'y ai pas ma place. Et je ne laisserai pas ma fille avoir le cœur brisé quand tu te rendras inévitablement compte de la même chose. Il s'éloigna, la laissant seule sur le banc, tandis que la pluie commençait à tomber sérieusement, se mêlant aux larmes qui coulaient maintenant sur son visage. Elle avait fui sa vie de richesse et de privilèges, pour finalement la voir la rattraper et détruire la seule chose qui l'avait jamais fait se sentir vraiment vivante. Les semaines qui suivirent furent un brouillard de journées vides et de nuits solitaires. Ara se retira dans son penthouse, une cage dorée qui ne lui avait jamais semblé autant une prison. Elle ignora les appels de sa fondation, de son père, de ses amis qui ne la connaissaient pas vraiment. Elle passait ses journées à dessiner des visages de mémoire, le froncement de sourcils pensifs d'Ethan, le sourire éclatant de Chloé, les yeux pleins d'espoir de Barnaby, son carnet de croquis rempli d'une vie qu'elle avait perdue. Ethan se plongea dans son travail, acceptant plus de projets qu'il ne pouvait en gérer, afin d'empêcher son esprit de vagabonder vers la femme qui avait bouleversé son monde. Lui et Chloé continuaient d'aller au parc, mais c'était différent. Hantés par le fantôme d'un avenir qui leur avait été volé, c'est Chloé qui finit par rompre le silence. Un soir, elle trouva Ethan assis seul dans le noir, fixant un écran d'ordinateur vide. « Papa ?» dit-elle d'une voix faible et triste. « Elle te manque ?» Ethan ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de fixer l'écran, le curseur clignotant comme un petit cœur qui battait sans relâche. « Oui, ma puce !» murmura-t-il finalement. « Elle me manque. »« Moi aussi !» dit Chloé en grimpant sur ses genoux. Son rire me manque et son odeur qui rappelait la pluie et les biscuits pour chiens. Ethan serra sa fille contre lui, le cœur brisé par un amour si intense qu'il en était presque insupportable. Il avait repoussé Ahara pour protéger Chloé, mais ce faisant, il avait brisé le cœur des deux. Il avait tellement peur de ne pas être à la hauteur qu'il n'avait pas envisagé la possibilité qu'il était exactement ce dont elle avait besoin. Le lendemain matin, il trouva le carnet de croquis. Ara l'avait laissé devant sa porte pendant la nuit. Il n'y avait ni mots, ni explications, juste le livre relié en cuir usé, rempli de ses dessins. Il feuilleta les pages vierges, le souffle coupé. Elle les avait tous capturés avec une clarté et une émotion saisissante. La façon dont les cheveux de Chloé bouclaient derrière ses oreilles. La façon dont Barnaby remuait la queue quand il était heureux. La façon dont ses propres yeux se plissaient au coin.
Lorsqu'il sourit à la fin du livre, il découvrit un dessin qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était l'esquisse d'un petit studio, un espace lumineux et aéré avec des chevalets et du matériel de peinture, et une enseigne au-dessus de la porte qui disait « Barnaby Art Collective pour les enfants qui rêvent en couleur ». En dessous, il y avait une petite note. Mon souhait, c'était un souhait pour lui, pour son rêve, pour son avenir. Il avait eu trop peur pour imaginer cela lui-même à ce moment-là. Ethan savait ce qu'il devait faire. Il ne pouvait pas laisser la peur l'emporter. Il ne pouvait pas laisser sa fierté faire obstacle à un amour si réel et si rare. Il devait la retrouver. Il devait lui dire qu'il était prêt à rêver avec elle. Le gala de la Fondation Vance était l'événement le plus exclusif de l'année. Une soirée fastueuse à laquelle assistaient les personnalités les plus riches et les plus puissantes de la ville. Ethan se tenait à l'extérieur de la grande salle de bal, vêtu d'un smoking loué qui lui semblait raide et inconfortable. Il semblait complètement déplacé. Un petit bateau dans une mer de yachts, mais cela lui était égal. Il avait une mission. Il prit une profonde inspiration et entra dans la salle de bal. C'était un spectacle de lustres en cristal et de robes de créateurs. Une symphonie de vers qui tintaient et de rires polis. Il scruta la foule à la recherche de son visage. Et puis, il la vit. Ara se tenait sur une petite scène au fond de la salle, un micro à la main. Elle était vêtue d'une superbe robe noire, ses cheveux coiffés en un chignon élégant. Elle ressemblait en tout point à la puissante Aéris, la femme du magazine, mais ses yeux étaient tristes, son sourire forcé. Elle prononçait un discours sur la dernière initiative de la Fondation. Sa voix était claire et assurée, mais dépourvue de la chaleur qu'il avait appris à connaître et à aimer. Il se mit à marcher vers elle, le cœur battant à tout rompre. Un agent de sécurité lui barra le chemin. Mais avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, une petite silhouette le dépassa en courant. C'était Chloé, vêtue de sa plus belle robe de soirée, les cheveux attachés avec un ruban rouge vif. Elle courut sur la scène et se jeta dans ses bras. Ara eut le souffle coupé, surprise. Puis elle perdit son sang-froid et tomba à genoux, serrant la petite fille dans ses bras. « Tu me manques » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Tu me manques aussi » répondit Chloé. « Je t'ai apporté quelque chose » dit-elle en tendant un petit morceau de papier froissé. C'était un dessin représentant les trois tenant la main, avec Barnaby à leurs pieds, griffonné de manière désordonnée. Elle avait dessiné notre famille. Ara fixa le dessin, les larmes coulant sur son visage. Elle leva les yeux et vit Ethan debout au bord de la Seine, les yeux remplis d'un amour et d'un espoir qui reflétaient les siens. « J'avais tort », dit-il d'une voix suffisamment forte pour que toute la salle l'entende. « J'avais peur et j'étais stupide, mais je n'ai plus peur maintenant. » Il monta sur scène et lui prit la main. « Je t'aime, Alar Vance. Et peu m'importe que tu sois milliardaire ou promeneuse de chiens. Je veux juste être avec toi. » Ara se leva, le visage rayonnant d'une joie qui éclipsait tous les diamants de la pièce. « Je t'aime aussi, » dit-elle, et elle l'embrassa. Un long baiser passionné qui était la promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble. La foule des diamants éclata en applaudissements, mais ils ne les entendirent pas. Ils étaient dans leur propre monde, un monde où l'amour était la seule monnaie qui comptait. Le Barnaby Art Collective ouvrit ses portes un samedi ensoleillé, au cœur de la ville. Le petit studio était lumineux et aéré, empli de l'odeur de la peinture fraîche et du rire des enfants. Des chevalets étaient disposés en cercle, chacun avec une petite toile et un ensemble de peintures. Ethan se tenait au centre de la pièce, une tache bleue sur la joue, les yeux brillants d'une fierté et d'une joie qu'il n'avait jamais connue. Hall était à ses côtés, sa main dans la sienne, rayonnant d'un bonheur plus beau que n'importe quelle robe de créateur. Chloé était devant son propre chevalet, la langue tirée. Concentrée, elle peignait un chef-d'œuvre vibrant et chaotique. Barnaby était couché à ses pieds, battant le sol de sa queue à un rythme régulier. C'était leur rêve, leur avenir, leur famille. Ce n'était pas une fin de conte de fées. C'était un véritable début de vie, un témoignage de la puissance de l'amour, de la gentillesse et du courage de faire un acte de foi. Parce que parfois, les plus grands trésors ne se trouvent pas dans les salles de réunion ou les coffres-forts des banques, mais dans les recoins désordonnés, magnifiques et inattendus du cœur humain. Et tandis qu'Ethan regardait Ara et Chloé, il savait qu'il était l'homme le plus riche du monde. Il était un père célibataire qui luttait pour élever sa fille lorsqu'il trouva un chien perdu sous la pluie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le propriétaire du chien était un milliardaire reclus qui avait renoncé à retrouver le bonheur. Avant de plonger dans l'histoire, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire.
Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo et à quelle heure. La pluie tombait en un rideau régulier et implacable, estompant les contours de la ville en une aquarelle de gris et de néon. Jacob se dépêchait sur le trottoir glissant. D'une main, il tenait un parapluie bon marché qui menaçait de se retourner, et de l'autre, il tenait fermement la petite main de sa fille. Mia, sa fille de 6 ans, sautillait à ses côtés. Ses bottes de pluie jaunes vifs éclaboussaient les flaques d'eau et son rire était une petite note joyeuse dans cette soirée autrement morne. Ils rentraient chez eux après être passés à la bibliothèque, leur rituel hebdomadaire, un petit havre de paix dans leur vie souvent chaotique. Jacob était charpentier, ses mains étaient calleuses et fortes. Mais le travail se faisait rare et les factures s'accumulaient comme des feuilles d'automne. Il essayait de protéger Mia de ses soucis afin de lui créer un monde rempli d'histoire et de magie, et non un monde fait de rappels de paiement et de désespoir silencieux. Alors qu'ils tournaient dans leur rue, une petite silhouette frissonnante attira l'attention de Jacob. C'était un chien, un petit terrier hirsute recroquevillé sous un buisson. Son pelage était emmêlé et trempé, ses yeux écarquillés de peur. Il n'avait ni collier ni médaille, c'était juste une petite âme perdue au milieu d'une tempête. Mia s'arrêta, les yeux écarquillés, empreints à la fois de pitié et d'émerveillement. « Papa, regarde, il est tout seul. » Jacob hésita. Il n'avait ni le temps ni l'argent pour s'occuper d'un chien errant, mais il ne pouvait pas le laisser là, sous la pluie froide. Il s'agenouilla et lui parla d'une voix douce et gentille. « Salut, petit bonhomme, tout va bien, on ne te fera pas de mal. » Le chien gémit, mais ne s'enfuit pas. Il se contenta de trembler, son petit corps secoué par un mélange de peur et d'espoir. Jacob tendit lentement les mains et le chien lécha ses doigts avec hésitation, un petit signe de confiance dans un monde qu'il avait clairement laissé tomber. Il prit le chien dans ses bras. Son petit corps chaud tremblait contre sa poitrine. « Viens, dit-il à Mia, mettons-le à l'abri de la pluie. » Ils emmenèrent le chien dans leur petit appartement, au 2e étage d'un immeuble qui avait connu des jours meilleurs. Jacob sécha le chien avec une serviette. Pendant que Maya remplissait un bol d'eau, le chien but goulûment, remuant la queue avec espoir. Jacob savait qu'il ne pouvait pas garder le chien, mais au moins pour cette nuit, il était en sécurité, au chaud et aimé, ce qui n'était pas son cas. Il ne savait pas que ce petit geste de gentillesse allait changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. De l'autre côté de la ville, dans un immense appartement terrasse qui surplombait la ville, une femme se tenait près d'une fenêtre à caisson et regardait la pluie ruisseler sur la vitre. Elle s'appelait Geneviève Clarmont et était l'une des femmes les plus riches du monde. Elle avait bâti un empire technologique à partir de rien. Son nom était synonyme d'innovation et de succès. Mais sa vie était aussi vide que l'appartement caverneux qu'elle appelait son chez-soi. Son téléphone vibrait sous les notifications de son conseil d'administration, de ses investisseurs, des dizaines de personnes qui voulaient un peu de son temps et de sa fortune. Mais elle les ignorait tous. Elle se contentait de regarder la pluie, le cœur serré par une solitude si profonde qu'elle en devenait physiquement pesante. 1 an auparavant, elle avait perdu la seule chose qui lui avait jamais apporté une joie véritable, son petit terrier croisé nommé Winston. Il avait disparu de son jardin un après-midi, et malgré des recherches intensives et une récompense démesurée, il n'avait jamais été retrouvé. Geneviève n'avait jamais perdu espoir. Mais au fil des mois, une partie d'elle-même avait commencé à se refermer sur elle-même, pour se réfugier dans un monde de travail et de solitude. Elle avait oublié ce que c'était que d'aimer quelque chose inconditionnellement, d'avoir une raison de rentrer chez soi. À la fin de la journée, elle ne le savait pas encore, mais à des kilomètres de là, dans un petit appartement exigu, un charpentier au grand cœur et sa fille détenaient sans le savoir la clé de son bonheur. Le petit terrier croisé, que Mia avait rapidement baptisé Lucky, dormait profondément sur un tas de vieilles couvertures dans un coin du salon, son petit corps se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration paisible. Jacob et Mia étaient assis par terre à côté de lui, le regardant avec un mélange d'admiration et d'affection. « Il est trop mignon », murmura Mia, le menton posé sur ses genoux. Jacob sourit en ébouriffant ses cheveux. « Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas le garder. Chérie, nous devons essayer de retrouver son propriétaire. » Le visage de Mia s'assombrit, mais elle acquiesça courageusement. « Je sais, mais peut-il rester avec nous jusqu'à ce que nous le trouvions ?»« Bien sûr, » répondit Jacob en la serrant dans ses bras le lendemain matin. Jacob emmena Lucky chez le vétérinaire local pour voir s'il avait une puce électronique. Il était technicien vétérinaire. Il scanna la petite puce dans le cou du chien et un nom et une adresse apparurent à l'écran. Winston Claremont.
L'adresse correspondait à un appartement-terrasse situé dans le quartier le plus riche de la ville. Jacob eut le cœur serré. Il avait secrètement espéré que le chien était un chien errant, afin de pouvoir trouver un moyen de le garder. Mais il était clair que ce n'était pas un chien ordinaire. C'était l'animal de compagnie bien-aimé d'une personne très riche et puissante. Il appela le numéro indiqué sur la puce électronique. Une voix professionnelle et claire répondit au bureau de Geneviève Clermont. « Comment puis-je vous aider ?» Jacob hésita, sa voix lui semblant soudainement rauque et déplacée. « Je pense avoir trouvé le chien de Mademoiselle Clermont. » Le ton de l'assistante passa immédiatement de l'ennui à l'urgence. « Monsieur Winston, où l'avez-vous trouvé? Comment va-t-il » Jacob expliqua la situation et l'assistante organisa le transport de lui et de Lucky dans une voiture. 1 heure plus tard, une élégante voiture noire s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur, un homme stoïque vêtu d'un costume sombre, lui ouvrit la porte. Jacob et Lucky montèrent à l'arrière. Les sièges en cuir moelleux contrastaient fortement avec le tissu usé de son propre camion, tandis qu'il traversait la ville. Jacob ressentit une angoisse grandissante. Il était sur le point d'entrer dans un monde qui n'était pas le sien, un monde de richesse et de pouvoir si éloigné du sien. Il fut intimidé lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement-terrasse, où un portier en uniforme impeccable les accueillit et les conduisit à un ascenseur privé. Les portes s'ouvrirent directement sur l'appartement de Geneviève, un espace immense offrant une vue imprenable sur la ville. L'appartement était magnifiquement décoré, mais il semblait froid et stérile, comme un musée et non comme une maison. Geneviève se tenait près de la fenêtre, leur tournant le dos. Elle était vêtue d'un chemisier en soie simple mais élégant et d'un pantalon sur mesure. Sa posture était rigide, son expression indéchiffrable. Lorsqu'elle se retourna, son regard se posa sur le petit chien dans les bras de Jacob. Son sang-froid soigneusement construit s'effondra. Elle murmura d'une voix chargée d'émotion. Elle s'agenouilla et le chien se jeta dans ses bras, lui léchant le visage avec une joie débordante qui lui fit monter les larmes aux yeux. Geneviève serra son chien contre son cœur, envahie par un amour qu'elle croyait avoir perdu à jamais. Elle leva les yeux vers Jacob, le regard brillant d'une gratitude si profonde qu'elle en était presque douloureuse. « Merci », dit-elle d'une voix à peine audible. « Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour moi. » Jacob se contenta de hocher la tête, se sentant comme un intrus dans ce moment d'une intimité intense. Il avait rendu un chien perdu, mais il avait aussi, sans le savoir, rendu une partie du cœur d'une femme seule. Les jours suivants furent marqués par une gratitude maladroite et une connexion inattendue. Geneviève insista pour récompenser Jacob d'avoir retrouvé Winston, mais il refusa poliment son offre d'argent. Il ne voulait pas être payé pour avoir fait ce qu'il fallait, mais il accepta qu'elle l'invite à dîner avec Mia en guise de remerciement. Ils se rendirent dans un petit restaurant italien de leur quartier, un endroit avec des nappes à carreaux rouges et une atmosphère familiale et chaleureuse. Geneviève était clairement hors de son élément, mais elle semblait apprécier l'authenticité simple de l'endroit. Elle écoutait attentivement Mia parler de l'école et de ses amis, et elle riait, un rire chaleureux et sincère qui surprit Jacob. Elle leur parla de sa propre enfance, une enfance solitaire et isolée passée dans des internats et des manoirs vides. Elle parla de son amour pour Winston, qui avait été son seul véritable compagnon pendant des années. Au fil de la soirée, Jacob découvrit une autre facette de Geneviève. Elle n'était pas seulement une puissante PDG, c'était une femme tout aussi solitaire et vulnérable que lui. Elle était simplement plus douée pour le cacher derrière un mur de richesse et de succès. Après le dîner, ils se promenèrent dans le parc, entourés des lumières scintillantes de la ville. Maya courait devant eux à la poursuite des lucioles, son rire résonnant dans la nuit calme. Geneviève et Jacob marchaient côte à côte, un silence confortable s'installant entre eux. « Entre eux, je ne me suis pas sentie aussi détendue depuis des années », dit Geneviève d'une voix douce et pensive. Jacob sourit. « Je comprends ce que vous voulez dire. Il est facile d'oublier ce qui est important quand on est pris dans le stress de la vie quotidienne. » Ils restèrent là longtemps à regarder Maya jouer, petite silhouette, phare de joie dans l'obscurité. À ce moment-là, Jacob réalisa qu'il était attiré par Geneviève non pas à cause de sa richesse ou de son pouvoir, mais à cause de la force tranquille et de la gentillesse cachée qu'il voyait dans ses yeux. Il était en train de tomber amoureux d'elle. Et cette pensée était à la fois terrifiante et exaltante. C'était un samedi après-midi pluvieux, et Geneviève se retrouva une fois de plus dans le petit appartement de Jacob. Elle avait apporté une boîte de matériel artistique pour Mia, en guise d'offrande de paix pour avoir interrompu leur week-end. Mais en réalité, elle voulait juste une excuse pour les revoir. Elle s'assit par terre avec Mia,
sa chemise en soie coûteuse désormais tachée de peinture au doigt, tandis qu'elle créait un chef-d'œuvre coloré et chaotique. Jacob était assis sur le canapé et les regardait, un petit sourire aux lèvres. Il était étonné de voir à quel point Geneviève s'était facilement intégrée dans leur vie. Elle était très à l'aise avec Mia, patiente et gentille, et s'intéressait sincèrement à ses histoires interminables. Plus tard, après que Mia se soit endormie sur le canapé, la tête posée sur les genoux de Geneviève, ils discutèrent à voix basse, leur voix murmurant doucement dans l'appartement silencieux. « Tu es vraiment doué avec elle », dit Jacob. Sa voix était remplie d'une admiration tranquille. Geneviève sourit, les yeux doux, en regardant l'enfant endormi. « Elle est facile à aimer. »« C'est toi », dit Jacob. « Elle voit le bon en toi, la partie que tu essaies de cacher au monde. » Le sourire de Geneviève s'estompa. Ses yeux se remplirent d'une tristesse que Jacob n'avait jamais vue auparavant. « Ce n'est pas si simple, » dit-elle. « J'ai construit ma vie autour de la force et de l'indépendance. Je ne sais pas comment laisser les gens entrer dans ma vie. » Jacob tendit la main et prit la sienne. Son toucher était doux, mais ferme. « Peut-être que tu n'as pas à le faire, » dit-il. « Peut-être que tu dois simplement laisser entrer la bonne personne. » Ils restèrent assis là pendant un long moment. Leurs mains jointes, une promesse silencieuse passa entre eux. Et à cet instant, Geneviève sut qu'elle tombait amoureuse de Jacob. Non pas parce qu'il était un héros qui avait sauvé son chien, mais parce qu'il était un homme gentil et doux qui avait sauvé son cœur. Les semaines suivantes furent un tourbillon de rendez-vous secrets et de moments volés. Geneviève s'échappait de son bureau pour retrouver Jacob dans un petit restaurant pour déjeuner. Dans son quartier, ils emmenaient Mia au parc le week-end. Et pendant quelques heures précieuses, ils formaient une famille normale. C'était un rêve, une bulle magnifique et fragile dont ils savaient tous deux qu'elle ne durerait pas éternellement. Le monde réel était toujours là, prêt à s'immiscer. Un après-midi, un photographe d'un magazine People les repéra au parc le lendemain. Leur photo fit la couverture de tous les tabloïds du pays. Le titre disait « La romance secrète de la PDG milliardaire Geneviève Clarmont avec un charpentier ouvrier ». L'histoire fit sensation. Un conte de Cendrillon moderne qui captura l'imagination du public. Mais pour Geneviève et Jacob, ce fut un cauchemar. Leur vie privée avait été détruite. Leur amour était devenu un spectacle. Le conseil d'administration de Geneviève était furieux. Ses investisseurs étaient nerveux. Et son père, un homme qui avait toujours désapprouvé ses choix, était apoplectique. Il voyait Jacob comme une menace, un chasseur de fortune qui en voulait à son argent. Jacob était harcelé par les journalistes. Son petit appartement était assiégé par un flot constant de caméras et de questions. Sa vie tranquille avait été bouleversée. Et il ne savait pas comment gérer cette attention soudaine et intense. Il a commencé à s'éloigner de Geneviève pour se réfugier dans le monde familier de son atelier, l'endroit où il se sentait en sécurité et en contrôle. Il l'aimait, mais il ne savait pas s'il pourrait survivre dans son monde. La pression était trop forte. Le fossé entre leurs vies était trop grand. Le point de rupture est survenu un soir où Jacob a trouvé un journaliste qui tentait d'interviewer Mia dans le parc. Il était furieux, son instinct protecteur s'est mis en marche. Il affronta le journaliste, la voix tremblante, mêlée de colère et de peur. Ce soir-là, il dit à Geneviève qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Il ne pouvait pas soumettre sa fille à ce genre de vie. Il l'aimait, mais il devait la laisser partir. Geneviève avait le cœur brisé, mais elle comprenait qu'elle avait semé le chaos dans sa vie et qu'elle ne pouvait pas lui demander de sacrifier sa tranquillité et le bien-être de sa fille pour elle. Elle le laissa partir, mais une partie d'elle-même partit avec lui. Elle avait enfin trouvé le bonheur, pour se le voir arraché par le monde même qu'elle avait tenté de fuir. Les jours qui suivirent furent un mélange confus de douleur et de regret. Geneviève se plongea dans son travail, une distraction familière et réconfortante, mais la joie avait disparu. Sa vie était redevenue une succession de réunions vides de sens et de nuits solitaires. Jacob retrouva sa vie tranquille de menuisier et de père, mais le silence de son appartement lui rappelait sans cesse ce qu'il avait perdu. Le rire de Geneviève, son esprit vif, mais aussi sa force tranquille lui manquaient. Il lui manquait la façon dont elle le regardait, avec un amour si pur et si réel. Un soir, il trouva une petite boîte en bois sur le pas de sa porte. À l'intérieur se trouvait une seule orchidée blanche parfaite et un petit mot qui disait « Je suis désolé, je t'aime ». C'était de Geneviève. À ce moment-là, Jacob sut qu'il avait commis une terrible erreur. Il avait laissé sa peur et sa fierté faire obstacle au plus grand amour qu'il ait jamais connu. Il devait la reconquérir. Il s'envola pour sa ville sans s'arrêter. Après réflexion, il la trouva lors d'un gala de charité, un événement fastueux qui était à 1000 lieues de son univers. Il entra dans la salle de bal, le cœur battant à tout rompre,
et la vit debout sur scène, resplendissante dans sa robe noire. Elle était magnifique, mais elle était aussi triste. Son regard était vide, son sourire forcé. Il monta sur scène et lui prit le micro des mains. La salle se tut, tous les yeux se posèrent sur lui. « Je suis amoureux de cette femme », dit-il d'une voix empreinte d'une passion et d'une conviction qui le surprirent de lui-même. « Je me fiche de son argent et de son pouvoir. Je ne m'intéresse qu'à elle et j'ai été idiot de la laisser partir. » Il se tourna vers Geneviève, le regard suppliant. « Je t'aime, Geneviève Clermont, et je n'ai plus peur. » Les yeux de Geneviève se remplirent de larmes, mais c'étaient des larmes de joie. Elle jeta ses bras autour de son cou et lui donna un long baiser passionné qui était une promesse d'avenir. Ils allaient construire leur vie ensemble. La foule éclata en applaudissements, mais ils ne les entendirent pas. Ils étaient dans leur propre monde, un monde où seul l'amour comptait. Ils se marièrent quelques mois plus tard, lors d'une petite cérémonie privée, entourés de leurs amis les plus proches et de leur famille. Ce n'était pas un mariage de conte de fées, c'était quelque chose de mieux, c'était réel. Ils ont construit une vie ensemble, une vie qui était un magnifique mélange de leurs deux mondes. Geneviève a continué à diriger son entreprise, mais elle l'a fait avec un nouveau sens du devoir et un nouveau partenaire à ses côtés. Jacob a ouvert son propre studio, un endroit où il pouvait créer ses œuvres magnifiques et sincères et enseigner à une nouvelle génération d'artisans. Ils formaient un couple improbable, une milliardaire et un charpentier. Mais ils étaient aussi parfaitement assortis, témoignant du pouvoir de l'amour qui permet de combler tous les fossés, de guérir toutes les blessures et de créer un bonheur plus précieux que toute fortune au monde. Car en fin de compte, ce n'est pas ce que vous possédez qui compte, mais la personne avec qui vous le partagez. Et Geneviève et Jacob avaient trouvé leur plus grand trésor l'un dans l'autre.